Mes paupières sont lourdes. Que faire? Faut-il que je me fasse opérer? Et quand? Cela va-t-il changer mon regard? Faut-il une anesthésie générale? Est-ce que je vais être visible rapidement? Est-ce que cela fait mal? Les cicatrices seront-elles visibles? Y a-t-il des risques? Y a-t-il des alternatives à la chirurgie? Que de questions que beaucoup d'entre nous se posent lorsque de petits plis apparaissent sur les paupières. D'abord, ils sont peu marqués, comme ici, et puis ensuite, avec le temps, ils deviennent plus importants, comme là. La demande de correction de ces paupières lourdes est très fréquente en consultation, avec toujours un point commun, la préoccupation de ne pas voir son regard changer, et donc d'obtenir des résultats comme ici, naturels, sans changement du regard, ou comme dans celui-là. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous vous posez ces nombreuses questions. Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo que d'y répondre et de vous démontrer que la seule solution qui soit efficace, c'est la blépharoplastie chirurgicale. Bonjour, je me présente, je suis le Dr Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique, mais j'exerce également en chirurgie plastique pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. J'exerce depuis 1994 et j'ai maintenant une bonne expérience que je vais partager avec vous aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions sur ces paupières lourdes. Alors, pourquoi des paupières lourdes? Eh bien, il y a deux situations. La première, comme illustré ici, est le fait de sujets plutôt jeunes. Plus que d'un pli, il s'agit d'une plénitude, d'une rondeur, d'une lourdeur générale de la paupière supérieure. Les origines peuvent être multiples, de la graisse, de l'os. En tout cas, il s'agit d'une conformation naturelle, familiale, d'origine génétique. Il arrive que la blépharoplastie classique donne de bons résultats, comme ici, même chez ces patients qui présentent ce type de lourdeur familiale, avec le temps, un pli finira par apparaître. Et cela nous amène à la deuxième situation, qui est de loin la plus fréquente et qui touche les sujets plus âgés. Très clairement, c'est ici la diminution progressive de l'élasticité de la peau, comme illustré sur ce schéma, qui progressivement, avec le temps, voit sa surface augmenter, lutte de moins en moins facilement contre la gravité et finit par former un sac, un pli. Comme on peut le voir, figuré ici dans cet exemple. Dans la formation de ce pli, il n'y a que la peau qui est en cause, le muscle n'est jamais atteint. Alors cela va commencer comme ici, avec un pli qui est petit, puis progressivement avec le temps, cela va devenir bien plus important, comme vous le voyez ici, avec dans certains cas une gêne au regard, notamment dans la partie externe et en haut, mais pas toujours, car comme vous le voyez ici, même si c'est rare, parfois la gêne sera dans la partie interne du regard. C'est la qualité de l'élasticité de notre peau qui va déterminer l'apparition plus ou moins précoce et l'importance de ce pli. Toutefois, parfois, comme illustré ici, chez des sujets jeunes, nous avons des excès cutanés importants, que normalement on a plutôt chez des sujets plus âgés, comme dans cet exemple ici. Donc, c'est la peau qui est responsable. Et en aucun cas le sourcil, comme souvent on entend le dire. En effet, comme vous le voyez ici, le sourcil bas, c'est un signe de jeunesse. Et, contrairement à ce qu'on pense, avec le temps, comme vous le voyez ici, il a plutôt tendance à remonter en raison de l'augmentation du tonus du muscle frontal et de l'apparition de rides qui témoignent de cette attraction progressive des sourcils vers le haut. Voyons maintenant les aspects pratiques de cette intervention qu'on appelle la blépharoplastie supérieure. La première étape consiste à éliminer toute contre-indication, qu'elle soit médicale ou ophtalmologique, qui nous empêcherait de réaliser l'intervention et d'informer la patiente ou le patient des problèmes potentiels qui peuvent survenir, même si nous le verrons, ils sont exceptionnels. On remet un document, vous aurez dans la description de la vidéo le lien pour ce document. La seconde étape est le choix de l'anesthésie. Eh bien, c'est très simple. S'il y a un a priori favorable pour l'anesthésie locale et qu'il n'y a pas de contre-indication à celle-ci, on fera une anesthésie locale sans bilan particulier préalable. Si par contre il y a un a priori défavorable pour l'anesthésie locale ou des contre-indications à l'anesthésie locale ou des problèmes d'ordre généraux, à ce moment-là, on réalisera une anesthésie générale avec le bilan classique qu'il est usuel de faire avant. Comment se déroule en pratique l'intervention? Eh bien, elle débute par la réalisation de dessins, et cette étape est fondamentale. En effet, comme vous le voyez ici, il nous faut réaliser un dessin qui va délimiter la totalité de la surface de la peau qui est en trop. Comme vous le voyez sur cet exemple, lorsqu'on a délimité la surface, elle apparaît bien souvent comme étant plus importante que ce que l'on pensait. Et en fait, c'est quasi systématique. Il y a beaucoup de peau à enlever. Comme vous allez le voir sur les exemples suivants, en fonction de la quantité de peau à enlever, notamment dans la partie externe, eh bien le dessin va aller plus ou moins à l'extérieur. Sur ce premier exemple,
Vous le voyez, il reste vraiment très court, limité à l'intérieur du pilier externe de l'orbite. Sur ce second exemple, on se déplace un peu plus vers l'extérieur. Sur ce troisième, on est encore un peu plus à l'extérieur. Et sur ce dernier exemple, on est carrément à l'extérieur. Cela est dû à l'excédent de peau important. Au final, une fois l'intervention réalisée, comme vous le voyez ici, la cicatrice sort très clairement à l'extérieur. Il n'était pas possible de faire autrement, et cela ne pose aucun problème, parce que, comme vous le voyez sur les exemples qui suivent, quelle que soit la longueur de la cicatrice, si elle est bien réalisée, c'est-à-dire sans tension, eh bien, celles-ci ne sont pas visibles. Donc, pour résumer, la hauteur à laquelle dans la paupière se situe la cicatrice et l'endroit où elle se termine à l'extérieur dépendent uniquement de l'excès de peau, c'est-à-dire du pli. En aucun cas la compétence du chirurgien est à mettre en cause si, en comparant avec d'autres, on s'aperçoit que la cicatrice va plus en dehors. Eh bien, c'est qu'il y avait simplement plus de peau en dehors. Une fois l'anesthésie réalisée, il va falloir enlever la peau en excès. Comme vous le voyez sur cette petite illustration, on a donc un dessin, comme nous l'avons vu, autour de la zone à enlever, et il est possible de passer au-dessus du trait, dans le trait ou dessous. Très souvent, par excès de prudence, lorsque l'on voit l'importance de l'excès de peau qu'il faut enlever, on a tendance à passer plutôt en dedans. Et cela entraîne, comme ici, parfois, un petit reliquat qui reste et qui a tendance à gâcher un petit peu le paysage, même si l'amélioration est très nette. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut se permettre d'être un peu plus hardi. En effet, la paupière supérieure est extrêmement puissante. Si on en a enlevé un tout petit peu plus, eh bien pendant quelques jours, éventuellement la nuit, les yeux auront un petit peu de mal à se fermer. Puis très vite, la force de contraction des paupières étant très forte, cela va rentrer dans l'ordre. La meilleure illustration, c'est que les grands brûlés n'ont que exceptionnellement les yeux atteints, tellement la force de contraction des paupières est importante. Ensuite, il faut faire la coagulation, c'est-à-dire coaguler les petits vaisseaux pour qu'il n'y ait pas de saignement. C'est une étape extrêmement importante parce que de l'attention qu'on va y accorder, du temps qu'on va y passer, vont dépendre en grande partie les ecchymoses, c'est-à-dire les bleus, et les œdèmes dans les suites de l'intervention, comme vous le voyez ici. Enfin, on va faire une suture avec un fil résorbable, bien entendu sans aucune tension, comme vous le voyez ici, avec un petit nœud à l'intérieur, un petit surjet, puis un petit nœud à l'extérieur. Quelles sont les suites? Elles sont le plus souvent très simples, avec plus ou moins d'œdèmes, plus ou moins d'ecchymoses, comme vous le voyez ici. Ces bleus et ces œdèmes vont dépendre essentiellement de 3 critères. Le premier, c'est l'attention qu'aura porté le chirurgien à réaliser parfaitement la coagulation. La seconde sera l'attention qu'aura porté la patiente ou le patient au repos dans les 5 premiers jours qui suivent l'intervention. La troisième, c'est la susceptibilité particulière que nous avons lorsque nous avons un choc d'être plus ou moins marqué. Eh bien, comme chez mes patients, comme chez mes patientes, je fais systématiquement toujours très attention à la coagulation. Les différences que l'on va voir dans les exemples suivants dépendent beaucoup du repos et de la susceptibilité de chacun. Ainsi, dans ce premier exemple, c'est un selfie envoyé dans les premiers jours, la patiente est particulièrement marquée. Dans ce second exemple, les marques sont un peu moins visibles. Dans ce troisième, c'est encore un peu moins visible. Et dans ce quatrième exemple, on se demande vraiment si quelque chose a été réalisé. Donc, selon vos capacités à rester bien calme, et si vous marquez peu, globalement, œdème et ecchymose vont monter pendant 5 jours, puis se stabiliser, et dès le début de la semaine qui suit, progressivement disparaître, plus ou moins rapidement, selon les caractéristiques de chacun d'entre vous. Quels soins faut-il réaliser? Eh bien, il est important de mettre des gouttes dans les yeux plusieurs fois par jour, ainsi que de la pommade ophtalmo au contact de l'œil la nuit pour remplacer les gouttes. En effet, comme illustré sur ce schéma, en raison de l'intervention, la paupière a tendance à légèrement se démacier près du bord ciliaire et à se décoller du globe oculaire. Ainsi, il y a une zone qui représente une ligne qui ne va pas être balayée par la paupière et le film lacrymal ne sera pas déposé dessus. Cela va entraîner un œil rouge, douloureux qui larmoie, qui signe systématiquement l'insuffisance des gouttes et ou de la pommade, en particulier chez les sujets qui, avant l'intervention, avaient déjà les yeux secs. Donc, en ce domaine, il n'y en aura jamais trop. Quelles sont ensuite les précautions à prendre? Eh bien, c'est simple. Opérer les paupières, cela revient en pratique à agresser les yeux. Il va donc falloir mettre les yeux au repos. Pour cela, on va éviter les atmosphères lumineuses importantes. On va éviter de passer beaucoup de temps
à lire, on préférera le faire de manière séquentielle. On évitera d'aller également exposer ses yeux dehors s'il y a du vent. Et bien entendu, on n'ira pas nager sous l'eau, ni passer beaucoup de temps dans des atmosphères humides. Les fils sont retirés au 5e jour, de manière usuelle. Comme vous le voyez ici, si l'on attend et qu'il tombe tout seul, il y a, notamment à la partie interne, une inflammation qui montre que l'organisme se défend, donc que vous êtes en bonne santé, et qui nous indique qu'il est utile de les enlever plutôt que d'attendre qu'ils tombent tout seuls. D'une manière générale, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai encore jamais entendu personne me dire qu'il avait eu mal, et la grande majorité ne prennent même pas de Doliprane dans les suites. C'est vous dire. Dès que les fils sont retirés, le lendemain, il est possible de se maquiller, et pour les messieurs, si cela est un peu visible, des lunettes, ça ira très bien, jusqu'à ce que progressivement les cicatrices s'estompent, ce qui est très rapide. Voyons maintenant quelques résultats. Eh bien, les résultats, leur bonne qualité, est toujours là, avec des cicatrices qui ne sont pas visibles. Sinon, les résultats, eh bien, voilà un premier exemple, c'est parfaitement naturel, il est difficile de savoir que la patiente a été opérée. Voilà un second exemple, c'est également la même chose, c'est parfaitement naturel, rien ne se voit. Voilà ici un exemple avec un patient, un résultat tout aussi naturel et tout aussi imperceptible, comment savoir? Puis voici encore un autre exemple, voilà encore un exemple ici avec une patiente supplémentaire et un résultat tout aussi sympathique. Voilà ici un dernier exemple, et nous allons voir les cicatrices également. Comme vous le voyez, le résultat est très sympathique. Comme vous le voyez également, les cicatrices ne sont pas visibles. Ici, sur une première photo de face, comme vous le voyez, rien ne peut être décelé. Et là, sur les photos de 3/4, où également rien ne peut être décelé. Donc c'est une règle générale, les cicatrices, même si elles vont à l'extérieur, qu'elles sortent, dans la patte d'oie, elles ne sont pas visibles. Alors, pendant combien de temps allez-vous bénéficier du résultat? Eh bien, il est clair que une fois que la peau qui a été retirée n'est plus là, il n'en demeure pas moins que celle qui reste n'a plus 20 ans, comme vous et moi. Elle va donc progressivement continuer à se détendre et il faudra un certain temps, qui dépend de l'élasticité propre à chacun, pour de nouveau revenir au pli qui existait la veille de l'intervention. Toutefois, admettons que cela prenne 10 ans, 10 ans après, vous aurez l'aspect des paupières que vous aviez 10 ans avant, alors que si vous n'avez rien fait, eh bien vous avez les paupières qui correspondent à votre âge. Par ailleurs, si le besoin s'en fait sentir, rien ne nous empêche de recommencer. Quels sont les risques? Eh bien, dans une pratique raisonnable, prudente, si l'on regarde les statistiques, eu égard au nombre de blépharoplasties réalisées dans le monde, on peut dire qu'en pratique, il n'y a pas de risque. Ou, en tout cas, ils sont vraiment exceptionnels. Existe-t-il des alternatives? Eh bien, comme vous le voyez ici, et comme vous l'avez compris maintenant, qu'il y ait peu de peau, qu'il y en ait beaucoup, il y en aura toujours trop pour que un quelconque moyen autre que la chirurgie puisse enlever cet excès de peau avec un résultat qui soit optimal et durable dans le temps. Donc, oubliez toutes ces alternatives qui sont proposées, elles ne sont pas sérieuses et elles sont encore moins bienveillantes. Voilà, nous en avons fini. J'espère que vous avez passé un moment agréable, que vous avez appris des choses intéressantes et que cela vous sera utile pour vos projets futurs d'éventuelles blépharoplasties. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous retrouverez le texte et les photos de cette présentation sur mon blog. Vous pourrez également aller sur mon site, dans la partie qui correspond aux blépharoplasties. Vous pourrez aller sur la page YouTube, regarder les autres vidéos de chirurgie esthétique ou de médecine si vous le souhaitez. Vous pourrez, par ces intermédiaires ou par la page Facebook et la page Instagram, faire des commentaires ou poser des questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie.